La sonnerie stridente du téléphone résonna dans le pantouse froid et minimaliste d'Elias Vance. C'était un son déplacé dans son bureau impeccable du 40e étage, plus habitué au silence stérile et au murmure des écrans haute résolution. Elias, un milliardaire du secteur technologique de moins de 35 ans, était la personnification de l'efficacité et de l'absence de chaleur humaine. Ses journées étaient chronométrées en microsecondes, et 3 jours d'absence non programmée étaient, dans son univers, un chaos inacceptable. Il appuya sur le haut-parleur sans retirer les yeux du rapport boursier. Ici Elias Vance. J'appelle au sujet de l'absence non autorisée. S'il n'y a pas immédiatement une justification médicale formelle, je considérerai cela comme un abandon de poste et le contrat sera résilié. Compris ? Sa voix était sèche, métallique, sans aucune marge de discussion. De l'autre côté, il n'eut pas la voix adulte, humble et légèrement fatiguée qu'il attendait. À la place, un son petit, étouffé et désespéré, qui lui fit froncer les sourcils. C'était un enfant. Maman. Maman ne peut pas parler. La voix enfantine était un balbutiement entre des sanglots effrayés. Elias détourna les yeux de l'écran pour la première fois. Qui parle? Où est Lena? C'est Noah. J'ai 5 ans, répondit l'enfant, la voix tremblante. Je n'arrive pas à la réveiller. Elle est allongée par terre dans la cuisine et il y a beaucoup de rouge. Le mot rouge, prononcé avec cette innocence terrifiée, frappa Elias comme un choc électrique, le forçant à sortir de sa bulle glacée corporative. Rouge? Qu'est-ce que tu veux dire par rouge, Noah? Ça sort de sa bouche, monsieur. Et elle est froide. J'ai essayé de lui donner mon jus, mais elle ne bouge pas. Les pleurs du garçon étaient maintenant un gémissement de pure agonie et de confusion. Pour la première fois depuis des années, la respiration d'Elias Vance se bloqua. La colère due à l'absence laissa place à une panique froide et étrange. Il n'avait jamais eu affaire à une crise qui ne puisse être résolue par un virement bancaire ou un ordre exécutif. Mais là, dans la voix d'un petit garçon terrifié, se trouvait une tragédie humaine irrécusable. Il prit les clés de sa voiture de sport et son portefeuille, bondissant de sa chaise. « Noah, écoute-moi attentivement. Je suis le patron de ta mère. Je viens chez toi maintenant. Quelle est l'adresse complète? Tu dois me la dire. » Le garçon, guidé par une lucidité désespérée, dicta l'adresse d'un quartier périphérique, à des kilomètres de son monde luxueux à Manhattan. Tandis qu'Elias courait vers l'ascenseur, il appela les urgences médicales, gardant le téléphone sur haut-parleur. 30 minutes plus tard, Elias arrêta sa voiture de luxe devant une petite maison usée, à la peinture écaillée. Le contraste avec son monde était brutal. Il enfonça la porte, qui était simplement entr'ouverte, et découvrit la scène qui entrait ses cauchemars. Lena était étendue sur le sol en linoléum de la cuisine, pâle, du sang sombre tachant le coin de ses lèvres et de son cou, respirant faiblement et de manière irrégulière. À ses côtés, le petit Noah, un garçon noir aux grands yeux terrorisés, était agrippé à sa main. Elias, l'homme qui fuyait tout contact physique, agit immédiatement. Il vérifia le pouls faible de Lena et, avec l'aide de Noah, la tourna sur le côté pour dégager sa respiration. Le garçon ne lâchait pas la main de sa mère, mais regarda Elias avec une confiance instinctive. « Vous êtes vraiment venu, » murmura-t-il, la première lueur d'espoir sur son visage. « Je suis venu, petit. Et nous allons nous occuper de ta mère. » Quand les ambulanciers arrivèrent, Elias donna toutes les informations qu'il avait, très peu, à part son nom et le fait qu'elle avait manqué le travail. Les voisins, qui s'agglutinaient à la porte, observaient l'homme en costume et sa voiture voyante avec un mélange de curiosité et de jugement. Lui, cependant, n'avait d'yeux que pour Noah, maintenant blotti dans ses bras, tremblant légèrement. Pendant que l'ambulance emmenait Lena, Elias souleva Noah dans ses bras. Le poids léger du garçon et la chaleur de son petit corps effrayé l'ancrèrent d'une manière que des années de méditation et de thérapie n'avaient jamais réussi. Ce fut à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Sur le poignet fin de Lena, il y avait une petite marque violette, presque imperceptible, différente des ecchymoses habituels. C'était un cercle parfait, ressemblant à un point de ponction. Il tenta d'ignorer, mais l'image de cette marque resta inconfortablement gravée dans son esprit. Cette marque d'aiguille sur le poignet de Lena était profondément énigmatique. À l'hôpital, l'attente fut excruciante. Elias s'assit dans la salle d'attente, tenant Noah, qui s'était endormi la tête nichée contre son épaule, à l'abri de la terreur. L'équipe médicale arriva avec un diagnostic qui s'abattit sur lui comme un coup de poing. Tuberculose à un stade très avancé, monsieur Vance. Anémie sévère. Et le plus préoccupant, malnutrition grave. Les examens ont montré qu'elle vendait du plasma. Apparemment de façon clandestine. Son état de santé résulte d'un épuisement physique brutal. Vendre du plasma. Clandestinement.
L'employé de maison qui nettoyait ses sols de marbre et polissait ses voitures mourait de faim et de maladie, vendant des morceaux d'elle-même pour survivre. Et lui, l'homme qui aurait pu résoudre tous ses problèmes avec la monnaie de son déjeuner, était en train de l'appeler pour la licencier. Une vague de honte et de culpabilité, des sentiments qu'il pensait ne pas posséder, l'envahit. Il regarda Noah, dormant innocemment contre son épaule, tenant un petit dessin froissé d'une fusée. « Nous allons prendre en charge toutes les dépenses médicales, docteur. La meilleure suite, les meilleurs spécialistes. Faites ce qu'il faut. » La voix d'Elias était maintenant un ordre, mais empreinte d'une nouvelle et étrange détermination. Il ne pouvait pas réparer le monde, mais il pouvait réparer ceci. Il prit sa décision, il emmènerait Noah aux Pentouzes. L'enfant ne pouvait pas rester seul et Elias ne pouvait pas l'envoyer dans un orphelinat. La responsabilité était soudain devenue personnelle. Cette nuit-là, la résidence d'Elias Vance, autrefois un mausolée de design minimaliste, accueillit un nouvel hôte. Noah, bien qu'effrayé, fut émerveillé par la taille de l'endroit. Elias le plaça dans la chambre d'amis et se prépara pour la nuit la plus longue de sa vie. Il resta assis dans le fauteuil à côté du lit, observant la petite poitrine du garçon se soulever et s'abaisser. La présence de Noah était un baume et une accusation. Il se demandait comment il avait pu vivre si longtemps entouré de tant de choses et être si vide. Au réveil, Noah trouva Elias toujours là. Il sourit, un petit sourire, mais qui illumina la pièce. Elias lui rendit son sourire, un mouvement qui semblait rouiller sur son visage. « Tonton Elias, dit Noah, tu es mon protecteur, n'est-ce pas ?» Le mot « protecteur » résonna en Elias. C'était l'opposé de « patron ». Plus tard, Elias appela son avocat. Préparer un fonds. Léna n'aura plus à se soucier des factures. Et trouver une nounou à temps plein pour le garçon. Non, oubliez la nounou. Je vais rester avec lui aujourd'hui. Si vous aimez cette histoire de transformation et de sacrifice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, et laissez en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire et de quelle ville ou quel pays vous regardez la vidéo. La présence de Noah dans son foyer avait transformé la routine d'Elias Vance en quelque chose d'irreconnaissable. Le silence sépulcral de son Penthouse avait été remplacé par le cliquetis de jouets en plastique, le son de rire d'enfants et l'odeur de macaroni au fromage à la place de l'arôme austère de café noir et de santal. Elias essayait de maintenir son agenda de travail, mais à chaque visioconférence, Noah apparaissait avec un nouveau dessin. Une fusée, un chien et, inévitablement, une esquisse disproportionnée de lui et d'Elias se tenant par la main, avec la légende « Mes protecteurs ». Elias se surprenait à regarder l'heure, non pas pour la prochaine réunion des actionnaires, mais pour le moment où il pourrait arrêter de travailler pour lire une histoire. La froideur qui le définissait fondait, remplacée par une chaleur étrange et addictive qui venait de l'admiration inconditionnelle du garçon. Tandis que Noah s'épanouissait, Léna restait dans un état critique à l'hôpital. Elias lui rendait visite quotidiennement, payant discrètement pour tout et discutant avec l'équipe médicale. Il découvrit davantage sur la vie de Léna. Léna, une immigrée dévouée, avait lutté sans relâche pour offrir un minimum de dignité à son fils, refusant de demander de l'aide ou d'accepter la charité, survivant uniquement grâce au ménage. Son silence sur son état n'était pas de la négligence, mais une fierté farouche et une peur profonde de perdre son fils au système. Lors d'une de ses conversations avec le médecin, Elias demanda encore une fois à propos de la marque étrange sur le poignet de Léna, cette petite ponction qui semblait hors contexte. Le médecin hésita. « Monsieur Vance, comme je l'ai dit, l'anémie est grave et elle vendait son plasma. Mais il y a autre chose. Nous avons trouvé des traces d'un médicament spécifique, très puissant, utilisé illégalement pour nettoyer le corps de tout résidu de substance dans des examens plus complexes. Cela n'a aucun sens qu'une personne dans un tel état vendrait son plasma fréquemment. Elle aurait été détectée facilement. Qu'est-ce que cela signifie, docteur? Qu'elle se droguait? Demanda Elias, sentant un nœud de déception et de confusion lui serrer la gorge. Il avait idéalisé son sacrifice. Non, monsieur Vance. Le médicament que nous avons trouvé est cher et non récréatif. Il est utilisé, généralement, pour annuler les effets d'autres médicaments, ou pour masquer une maladie beaucoup plus grave dont elle tentait de se cacher. Il y avait des indices clairs qu'elle essayait de dissimuler quelque chose de bien plus sérieux dans sa vie, comme si la vente de plasma n'était que la pointe de l'iceberg d'un cycle de coercition. Cette nouvelle information perturba profondément Elias. Il comprit que l'histoire de Léna était plus sombre qu'une simple tragédie liée à la pauvreté. Une semaine après avoir emmené Noah, le passé, sous sa forme la plus sombre, frappa à sa porte. L'interphone sonna et la voix à l'autre bout était grave, agressive et beaucoup trop familière pour le pauvre Noah, qui pâlit et se cacha derrière Elias. C'était Victor, le père biologique de Noah. Elias descendit le rencontrer dans le hall luxueux.
Victor était un homme massif, avec une barbe mal entretenue et des yeux troubles, dégageant une odeur d'alcool et de stagnation. Il ne ressemblait pas à un père, mais à un prédateur. « Je suis le père. Où est mon fils ?» exigea Victor, la voix forte et irrespectueuse dans l'environnement silencieux. « Lena est à l'hôpital. Noah est sous ma garde temporaire, » répondit Elias, gardant un calme dangereusement contrôlé. « Vous ne montrez pas. » Victor rit, un son sec et répugnant. « Garde. Tu crois que tu peux voler mon fils, connard en costard? Je sais qui tu es, le milliardaire. Je sais que t'as du fric. Et je sais que si Lena est malade, la responsabilité me revient. Mais je suis un homme de principe, tu sais? Je ne vais pas laisser mon fils à un étranger. À moins que tu me compenses. » Il tentait d'extorquer Elias. Le prix était élevé. Une somme absurde pour recommencer sa vie et disparaître, affirmant qu'il avait des droits indéniables sur l'enfant. La colère froide d'Elias finit par exploser. Il n'était pas en colère d'être victime de chantage. C'était quelque chose qu'il gérait dans le monde des affaires, mais de l'audace de cet homme qui utilisait la souffrance de la mère et l'innocence du fils comme monnaie d'échange. Tu n'as aucun principe, Victor. Tu as des dettes. Et je sais que tu n'as pas rendu visite à Noah ces 3 dernières années. Tes empreintes ne figurent pas sur l'acte de naissance comme père, seulement ton nom, dit Elias en abattant sa carte maîtresse. Il avait enquêté. Et de plus, tu es clairement sous l'effet de l'alcool. Si tu fais un pas de plus vers cet ascenseur, j'appelle la police et je dépose une plainte pour menace et extorsion. Pars. Victor recula, mais non sans laisser un arrière-goût de venin. Tu crois que tu vas jouer au héros? Lena ne t'a pas tout raconté. Elle a fait beaucoup de trucs mauvais. Tu vas découvrir. Et quand les services sociaux viendront, ils verront que t'es rien pour le gamin. Il se retourna et s'en alla. Mais la graine du doute avait été plantée. Elias savait qu'il devait agir rapidement et légalement pour protéger Noah. Le père biologique, en plus d'être un maître chanteur, était un danger pour la stabilité émotionnelle du garçon. Il remonta et trouva Noah recroquevillé sous la couverture. Le garçon était pâle. « Il ne reviendra pas, Noah. Je te le promets. Il me fait peur, tonton Elias. Il crie toujours sur maman. Il a dit que j'étais une erreur et qu'il n'avait jamais voulu que je naisse, » murmura le garçon, la douleur dans ses grands yeux étant un coup direct dans la poitrine d'Elias. Elias serra Noah contre lui, sentant la fragilité du corps du garçon. Les paroles cruelles de Victor étaient une violence aussi réelle qu'un coup de poing. Il comprit que l'amour était la plus puissante des armes et le besoin le plus urgent. Il jura, à cet instant, que Noah n'entendrait plus jamais de telles paroles. Le lendemain, un mandat judiciaire fut émis. Victor avait interdiction d'approcher. Mais les services sociaux avaient été informés de la situation de Lena et de la garde informelle de Noah. L'assistante sociale, Madame Jenkins, une femme pratique au regard perçant, visita le Penthouse. Elle ne semblait pas impressionnée par le luxe, seulement par l'état émotionnel de l'enfant. Elle observa comment Noah dessinait un bonhomme allumette représentant Elias, l'appelant « papa de mensonge ». « Monsieur Vance, je comprends vos bonnes intentions, » dit Madame Jenkins. « Mais la loi est claire. La mère est incapable et le père biologique, bien que problématique, a des droits. Nous ne pouvons pas permettre à l'enfant de rester ici indéfiniment sans procédure légale. La seule voie qui offre une réelle stabilité et une protection contre le père est l'adoption. » Le mot le frappa, adoption. Lui, Elias Vance, le milliardaire froid et solitaire, se voyant suggéré comme père adoptif. La loi permet que, dans certaines circonstances, une personne ayant déjà un lien avéré avec l'enfant et ayant prouvé être capable d'offrir stabilité et sécurité, entame un processus de garde et ensuite d'adoption. Si la mère y consent, et si nous prouvons l'incapacité et le danger que représente le père biologique, il y a une réelle chance. Souhaitez-vous devenir le père de cet enfant, Monsieur Vance? Elias regarda la porte de la chambre, où Noah riait en regardant un dessin animé. Le monde semblait s'être renversé. Il ne voulait plus seulement être un « protecteur », il voulait être le père. Madame Jenkins, avant de partir, lui remit une enveloppe scellée, le dossier complet de Lena et de Victor. « Lisez ceci, Monsieur Vance. Il y a plus dans le passé de Lena que vous n'imaginez. Des choses qu'elle a faites pour protéger son fils. Et cela pourrait être la clé pour battre le père biologique et garantir votre adoption. » Elias ouvrit le dossier scellé que Madame Jenkins avait laissé. Ce n'était pas un rapport bureaucratique, mais l'histoire de la vie de Lena, documentée dans des rapports sociaux et des notes éparses. Ce qu'il découvrit sur son passé le frappa avec la force d'un retournement inattendu qui réécrivait toute la narration qu'il avait construite. La vente de plasma n'était pas le seul risque que Lena courait. Des années auparavant,
Elle avait été témoin et avait dénoncé un petit réseau de trafic humain et d'exploitation d'immigrants illégaux où elle-même était forcée de travailler, manipulant des documents et des routes de fuite. Elle avait réussi à s'échapper, mais le chef du groupe, un homme connu sous le nom de Le Fantôme, avait juré vengeance, menaçant de retrouver et de blesser Noah. Elle n'avait pas cherché la police par peur d'être expulsée ou d'exposer Noah au système. Le point de ponction sur son poignet et le médicament n'étaient pas destinés à masquer des maladies simples ou des drogues récréatives. C'étaient les vestiges du moment où elle avait été forcée de participer, contre sa volonté et pour sauver la vie de Noah, à un système plus vaste de fraude d'identité, où elle devait annuler des examens pour obtenir de faux documents et fuir vers un nouvel état. Elle était toujours en fuite, vivant dans la misère pour rester invisible. Sa maladie était le résultat de la paranoïa constante et de l'épuisement physique et mental. Elias sentit une vague de colère justifiée. La pauvreté de Lena n'était pas de la passivité, c'était une tactique de survie. Elle ne vendait pas seulement son plasma par nécessité, elle se cachait. Et, en appelant pour la renvoyer, Elias avait presque forcé Lena à sortir de l'ombre, l'exposant au danger. Il vit la vérité cristalline. Le père biologique, Vitor, était le moindre des problèmes. Le véritable danger était le fantôme et le réseau criminel qui recherchait Lena et Noah. À partir de ce moment, Elias cessa d'être l'homme d'affaires froid et devint un stratège de guerre avec un seul objectif: garantir que Noah et Lena soient définitivement en sécurité sous la protection de son nom et de son pouvoir. Sa préparation commença en secret, comme un PDG planifiant l'acquisition la plus importante de sa vie. Le piège légal, préparation à l'adoption. Elias réunit une équipe d'avocats d'élite. Ils n'allaient pas seulement se battre pour la garde, ils allaient construire un dossier irréfutable contre Vitor. Il utilisa ses contacts pour retracer l'historique d'abus, de négligence et de petits délits de Vitor, créant un dossier qui prouverait que le père biologique représentait un danger clair et présent pour l'enfant. La clé serait le témoignage de Lena elle-même, si et quand elle se rétablissait. Il initia également les démarches pour une adoption solidaire, un processus qui priorisait le lien déjà établi entre le tuteur temporaire et l'enfant, quelque chose que Madame Jenkins avait laissé entendre comme possible. La preuve du lien. Le Penthouse devint un véritable foyer. Elias cessa de travailler au bureau et installa son espace de travail dans le salon, pour être toujours présent. Il commença la routine d'emmener Noah au parc, de préparer ses repas, des désastres culinaires au début, mais plein de bonne volonté, et de participer activement à son éducation. Il documenta tout, des vidéos de Noah riant, des photos de ses dessins accrochés au réfrigérateur en acier inoxydable, et des notes sur leurs conversations nocturnes. Il construisait, méthodiquement, la preuve qu'il était le père émotionnel du garçon. L'enquête secrète, le fantôme. Elias ne faisait pas confiance à la police locale pour gérer le réseau de trafic. Il engagea sa propre équipe de sécurité et des enquêteurs privés, des hommes et des femmes de confiance qui protégeaient auparavant sa fortune et maintenant protégeaient son humanité. L'objectif était simple, localiser le fantôme et neutraliser la menace avant que le nom d'Elias Vance et le nouveau nom de famille de Noah puissent être associés à eux. Cette opération était cruciale et maintenue dans le secret absolu, même vis-à-vis des avocats. Un après-midi, Elias visita Lena à l'hôpital. Elle était sortie de soins intensifs et était plus stable, mais encore faible. Il s'assit à ses côtés, tenant sa main avec délicatesse. « Noah va bien, Lena. Il est à la maison, en sécurité. Je m'occupe de lui. » Les larmes montèrent aux yeux de Lena. « Merci, monsieur Vance. Je n'ai pas de mots. Ne m'appelez plus monsieur Vance. Appelez-moi Elias. » Il fit une pause, respirant profondément. « J'ai lu votre dossier, Lena. Je sais tout. Le fantôme, la raison pour laquelle vous avez fui, ce que vous avez fait pour garder Noah en sécurité. » Son visage pâlit à nouveau, la peur revenant dans ses yeux. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ils vont le prendre. J'ai fait des choses mauvaises. Vous avez fait ce qu'une mère désespérée ferait. Et je suis ici pour m'assurer que vous n'aurez plus jamais à faire cela. » L'interrompit-il, la voix ferme. « Je veux adopter Noah. Officiellement. Je veux lui donner la sécurité de mon nom, la protection légale et le statut qui le rendront intouchable pour des gens comme Vitor et ce fantôme. » Lena mit un moment à absorber la proposition. L'idée que son fils, la raison de sa lutte et de ses sacrifices, soit pris en charge et aimé dans un foyer sûr et luxueux, était écrasante. « Mais, je serai encore dans sa vie ?» demanda-t-elle, la voix faible et pleine d'angoisse. « Je suis sa mère. Je ne peux pas le perdre. » Elias serra sa main. « Vous êtes sa mère. Et vous le serez toujours. Ma proposition est une adoption ouverte. Vous ferez partie de notre famille, Lena. Dès que vous serez rétablie, vous aurez un emploi digne et sûr, et votre seule priorité sera d'être mère.
Je ne vole pas votre fils. Je vous aide à le protéger pour toujours. Léna ferma les yeux, une larme silencieuse coulant sur son visage. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais un soulagement accablant. Oui, Elias. Oui, s'il vous plaît. Sauvez mon fils. La première étape du plan était achevée, le consentement maternel. Cependant, Victor réapparut. Pas à l'entrée, mais en envoyant un message chiffré au téléphone professionnel d'Elias. « Tu crois que je suis le seul problème? Ta petite amie n'est pas juste malade. Elle cache quelque chose de bien plus grand. Demande-lui le paquet qu'elle a tenté de livrer et a échoué. Si tu ne me paies pas, je raconte tout au service de protection de l'enfance. » Le paquet. Une autre pièce du puzzle. Elias comprit que Victor agissait sous les ordres de quelqu'un de plus puissant, probablement le fantôme. Il était utilisé comme un pion. Ce chantage augmenta la mise. Elias savait que l'affrontement final approchait. Il devait agir avant que Victor puisse exécuter sa menace auprès des services sociaux et avant que le fantôme ne retrouve Léna ou Noah. Elias avait utilisé la menace de Victor au sujet du paquet comme appât. Il savait que Victor n'avait ni l'intelligence ni les ressources pour chiffrer un message de cette manière, ce qui confirmait qu'il était contrôlé par le fantôme. La révélation concernant le paquet fut la clé du retournement de situation à venir. Elias fixa un rendez-vous avec Victor dans un lieu public, feignant de céder au chantage. Cependant, son équipe de sécurité était positionnée stratégiquement, traquant l'origine du message crypté et surveillant qui observait Victor à distance. Alors qu'Elias attendait Victor dans un café très fréquenté, il avait enfin confronté Léna à l'hôpital, exigeant la vérité sur le paquet. Qu'est-ce que c'était, le paquet, Léna? Et pourquoi avez-vous échoué à le livrer? La voix d'Elias était pressante. Léna, encore pâle, céda à la peur et à la confiance qu'elle avait en Elias. C'était une clé USB. Elle contenait toutes les preuves, les noms, les itinéraires, les bases de données des immigrés exploités par le fantôme. J'étais la seule à y avoir accès. La condition pour que Noah et moi soyons libérés était de remettre la clé à une avocate spécialisée en immigration à Chicago. J'étais dans le bus, mais je me suis évanoui à cause de la maladie. La clé. Le fantôme a cru que je l'avais perdue, et il ne l'a jamais retrouvée. Où est-elle maintenant? Demanda Elias, sentant l'adrénaline monter. Elle est cousue à l'intérieur du seul jouet dont Noah ne se sépare jamais, murmura-t-elle. La petite poupée en tissu que j'ai faite. Je l'Y est caché le jour où on m'a forcé à signer les faux documents. La petite poupée en tissu. Elias se souvenait de Noah dormant, la poupée serrée contre sa poitrine. L'enfant n'était pas seulement un fils. Il était, malgré lui, le gardien de la preuve qui pourrait démanteler le réseau criminel et surtout garantir la liberté totale de sa mère. Elias quitta la chambre, sa mission claire. Il ne pouvait pas livrer Victor à la police, car cela alerterait le fantôme. Il devait faire tomber tout le réseau en un seul mouvement. Au café, Victor arriva, suffisant, puant la sueur et l'alcool. Il exigea l'argent. « Tu as le paquet, pas vrai, Vance? Donne-moi l'argent, et je te donne le nom de l'homme qui est vraiment derrière Léna. » Elias ne hésita pas, « J'ai le paquet, Victor. Ou plutôt, mon fils là. Et je sais qui t'utilise. Tu n'es qu'une marionnette. Mais je ne vais pas te payer. Je vais te donner un choix. Disparais du pays, recommence une nouvelle vie et je te garantis que plus personne ne te dérangera pour tes dettes. Ou alors tu vas en prison comme complice d'un crime bien plus grave que de l'extorsion. » Victor resta stupéfait. « Tu ne peux pas me menacer. Je suis le père. » À cet instant précis, un homme en costume gris, qui s'était dissimulé à une table au fond, se leva brusquement et s'avança vers eux. C'était Romulo, le bras droit du fantôme, qui avait suivi Victor. « Vance, où est la clé ?» Romulo avait un regard froid et calculateur, tout l'opposé de l'ivresse de Victor. L'affrontement direct était arrivé. Elias sentit un feu froid et implacable l'envahir. Il se leva, se plaçant entre Romulo et ce qui serait la sortie. « Elle est entre les mains de la police, Romulo. Avec toutes les informations sur toi et ton patron. » C'était un mensonge, mais un appât puissant. Romulo sortit une arme silencieusement. « Tu as commis une erreur, le milliardaire. Tu aurais dû rester dans ton monde. » Avant que Romulo ne puisse agir, les lumières du café s'éteignirent. L'équipe de sécurité d'Elias, alertée par un ordre secret, entra en action. Au milieu du chaos, des clients qui criaient et fuyaient, Romulo fut immobilisé en quelques secondes. Victor, paniqué, tenta de s'enfuir mais fut intercepté et menotté. Elias ne prévint pas immédiatement la police pour Romulo. Il le força à appeler le fantôme et à organiser un rendez-vous,
prétendant avoir récupéré la clé USB, mais exigeait une rançon pour qu'Elias garde le silence.